Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, comme d'habitude, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideurs TV et du Journal du Net et que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de ce live. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Leroy. Bonjour Julien. Bonjour Laura Jeanne, bonjour Nicolas. Merci d'être là. Alors on va commencer par retracer votre parcours rapidement. Vous débutez votre carrière en 99 à Disneyland Paris où vous occupez entre autres le poste de manager marketing. En 2005, vous rejoignez Expedia où vous prenez la direction du business development de la zone EMEA. Vous dirigez ensuite le bureau Value Click Media en France. Et enfin, en 2010, vous fondez Advideum et vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. Alors dites-nous, c'est quoi Advideum ? D'abord, c'est un parcours qui me rappelle les très belles années qui m'ont amené à créer Advideum. Et je pense qu'aujourd'hui, on est connu pour être la régie vidéo leader en France. Et j'allais dire, au-delà de ça, pour toutes les équipes qui travaillent, on est surtout le pionnier de l'ensemble des formats vidéo qui permettent aujourd'hui aux annonceurs de s'exprimer sur des formats et sur des supports premium que sont les sites internet les mieux classés de médiamétrie. Comment ça se situe Advideum par rapport aux autres régies ? Ça se situe dans un univers un petit peu à part et on va dire complémentaire à celui de l'univers de la télévision, qui est notre univers de référence, ou en tout cas historique, et puis d'un univers qui est également très présent, qui est celui des plateformes dont YouTube et Dailymotion sont les dignes représentants. D'accord. Vous proposez quel type de format aux annonceurs ? On a commencé par l'InStream en 2010. C'était un point d'entrée très légitime pour des annonceurs télévision qui venaient sur le web. Et on a rapidement développé toute une suite de formats qu'on a appelé les Outstream, qui donc ne dépendent plus des contenus vidéo, ce qui était essentiel pour les grands éditeurs qui avaient beaucoup de visiteurs uniques, mais peu d'inventaire vidéo. Et dans ces formats-là, vous avez trois grands formats, l'interstitiel, l'InRead et l'InBoard. Notre site internet les montre très bien pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. En termes de diffusion, quel est le rapport entre l'in-stream et l'outstream aujourd'hui chez vos clients ? Alors, chez nos clients et sur le marché au sens large, on est entre 2 tiers et 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers d'in-stream, multi-écran, et 1 tiers d'outstream, également multi-écran. D'accord. Il y a certains acteurs de la pub qui sont plutôt du coup sur l'in-stream qui s'émeuvent un peu de cette tendance à l'outstream en disant que on va retrouver ce qui s'est passé sur le display avec énormément d'offres et on va finalement tirer les CPM vers le bas en créant un surplus considérable d'offres. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, je ne le partage forcément pas, puisque on est les parangons de la qualité et de la valeur de la vidéo. Le risque, il est entre les mains de ceux qui utilisent ces formats, et on est très attentif, 1, à la qualité des supports sur lesquels on les diffuse, 2, à la qualité des environnements qu'on choisit pour les diffuser, et 3, à la manière dont on valorise ces formats auprès des annonceurs qui aujourd'hui sont vraiment full vidéo. C'est-à-dire qu'ils ne se posent plus vraiment la question de se dire à quel moment ou à quel endroit je vais capter mon audience, mais plus sur quels sont tous les formats à ma disposition pour faire du cross-média avec ma création audiovisuelle. D'accord. Alors, vous ne vous définissez pas tellement comme une plateforme, mais plutôt comme un support média premium. C'est quoi finalement la différence ? C'est le conseil, la data ? C'est un petit peu ça, c'est surtout un état d'esprit de départ. C'est de se dire que sur une plateforme, on va consommer la vidéo de manière totalement décorrélée de l'endroit où on est, alors que nous, on vit dans un univers où le support sur lequel on est, le contrat de lecture qui existe entre un média et son visiteur est essentiel pour la valorisation des annonceurs. Et donc, on est avant tout une régie qui construit ce type de produit. On fait cette qualité et on réserve cette qualité aux annonceurs, ce qui est en opposition des volumes monstrueux, évidemment, qui existent aujourd'hui sur YouTube, mais qui, eux, sont par définition de moindre qualité. Alors c'est intéressant ce point-là parce que c'est un peu le reproche quand on l'entend fait les agences d'achat média dans l'opposition télé-internet en disant que le gros problème de la vidéo sur Internet, c'était le contexte. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a recréé le contexte. On a répondu à cette inquiétude en recréant un univers de support qui rassure les annonceurs et qui les met dans une situation où c'est simple de passer de la télévision au support vidéo online sans se poser la question ni de la problématique d'emplacement, ni de la sécurité de marque et surtout avec des valeurs de marque extrêmement positives qui sont véhiculées par les titres médias avec lesquels on travaille. Et en termes de reach, on arrive à atteindre les niveaux de la télé sur ces contextes premium ou on est encore loin ? Parce qu'on dit qu'Internet, effectivement, est en train de devancer la télé, mais c'est essentiellement grâce à l'inventaire YouTube qui n'est pas très quali. Est-ce que sur du premium, on peut aujourd'hui faire du reach, peut-être pas l'équivalent d'un prime time, mais en tout cas réussir à atteindre son audience ?
En tout cas, il y a une chose qui est intéressante quand on regarde les classements Médiamétrie vidéo, c'est que Advideum atteint 16 millions et touche tous les mois 16 millions de vidéos notes uniques, quand les chaînes de télévision historiques traditionnelles sur Internet n'en touchent que 4 ou 3 millions. Donc on a 4 fois plus de vidéos notes sur ces supports premium que sur les supports de catch-up. Ce que ça veut dire également, c'est que nos supports aujourd'hui atteignent un niveau de puissance qui permet de faire des choix et des arbitrages médias éclairé entre le média offline, la télévision, dont la puissance n'est pas à démontrer, et les médias online. On a vu aux États-Unis qu'en 2013, le digital est passé devant les investissements télévision, et le digital aux États-Unis est plus vidéo, évidemment, qu'en France. Donc, tous ces indicateurs-là nous disent que oui, on a un reach et on a une capacité, une puissance peut-être moins instantanée, mais tout aussi intéressante pour les annonceurs, pour aller toucher un large public qui, en plus, regarde de moins en moins la télé. Vous en êtes probablement l'exemple. Pourquoi est-ce qu'on est à la traîne en France par rapport aux États-Unis Poser la question sur l'ensemble des secteurs qui nous intéressent. On est en avance sur certains points. On est en avance aujourd'hui sur le développement des formats vidéo. On a créé les outstreams en France. Il y a un vrai sujet de cocorico qu'Advideum partage avec l'ensemble des acteurs du marché qui aujourd'hui ont créé et développent ce marché des outstreams. On est également très en pointe sur la data. On est très en pointe sur le programmatique, où nos ingénieurs et nos statisticiens ont un vrai coup d'avance. Donc, on a du retard, certes, sur les montants d'investissement, et ça, c'est historique et c'est une question de maturité du marché publicitaire. Mais à côté de ça, on a vraiment créé de la rupture, et je pense que vous allez voir des acteurs français qui vont aller planter des drapeaux aux États-Unis sur les formats vidéo, y compris outstream, dans les mois qui viennent. On évoque beaucoup l'arrivée de la TNT, la guerre des prix entre TF1 et M6 pour justifier justement de ce léger ralentissement de la croissance des investissements pub vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est le principal frein finalement aujourd'hui ? Je pense que d'abord l'investissement vidéo online croît encore de plus de 30% cette année, ce qui fait l'envie d'à peu près tous les médias et tous les supports. Donc il faut relativiser un ralentissement quand il est de ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que nous, on constate une croissance de plus de 50% depuis le début de l'année sur les formats Advideum et les supports Advideum. Donc on est encore sur une croissance très forte. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'effectivement, il y a des vases communicants. C'est que le ralentissement de la télévision en France ou le ralentissement des investissements médias. Il ne vous a pas échappé que les grandes agences médias ont annoncé qu'en France, cette année, les investissements se ralentiraient et probablement l'année prochaine. Et qu'on était le seul pays d'Europe où ça arrivait. Donc on a un fondamental qui est complexe. Et néanmoins, si on a les bons produits, les bonnes offres, on tire son épingle du jeu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de régies qui le font, ce qui est une petite lumière au bout du couloir de ce ralentissement économique. Alors concrètement, sur la data, comment est-ce que vous arrivez à valoriser votre capacité à analyser les profils ? On en parlait tout à l'heure du reach. La première chose, c'est d'avoir de la puissance. C'est que profiler des utilisateurs ne sert à rien si vous n'êtes pas capable d'en toucher énormément. Donc ça, c'était le premier prérequis. Le second, c'est que pour arriver à offrir quelque chose qui soit satisfaisant à l'annonceur, il faut beaucoup de data. Il faut qualifier beaucoup d'utilisateurs. Donc nous, on a fait un choix agnostique qui est historique chez nous. C'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier toutes les technos qui existaient en France, en Europe, aux États-Unis, beaucoup en Israël, qui est hyper créatif et hyper productif en termes de développement technique. Et on a choisi de travailler avec tous les data providers ou toutes les solutions de data de manière à pouvoir qualifier le plus large nombre d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on arrive à qualifier nos audiences et à reconnaître 2 internautes sur 3 à minima sur nos inventaires, ce qui permet d'offrir à des annonceurs des ciblages très précis, qualitatifs, qu'évidemment ils payent, puisque d'un seul coup, on est 100% sur cible et il n'est pas anormal qu'ils rémunèrent les éditeurs à travers nous pour cette performance. Au moment du rachat par Prisma, je me rappelle que 2 des arguments qui étaient avancés, c'était se développer à l'international et se développer sur le créneau du programmatique. Sur la question du programmatique, finalement, est-ce que vous estimez que vous voulez vous développer sur du programmatique full programmatique ou plutôt du RTB en fait temps réel? En gros, c'est quoi votre positionnement? Est-ce que comme en gros, c'est quoi le programmatique? Non, c'est ça, parce que le programmatique, c'est apporter de la data dans tous les achats. Le RTB, c'est vraiment la notion de temps réel. Est-ce que vous êtes intéressé par la perspective de lancer une place de marché de temps réel, en fait, à l'instar de votre concurrent Sticky Ads? Alors, je pense qu'il y a une vraie place pour le programmatique qui va s'articuler sur 2 axes qui sont les accords, donc les deal ID, les private deals, qui se développent très fortement, mais qui sont
quelque part la continuité de la manière dont on achète historiquement et on utilise de la technologie. Donc ça aujourd'hui, on est parfaitement équipé puisqu'on a choisi, on a un ad serveur et un SSP qui est le leader mondial qui s'appelle LiveRail avec lequel on collabore depuis 1 an et demi. Et deuxièmement, il y a toute la partie RTB qui est par définition fascinante, mais qui, travaillant à l'impression sur la vidéo, a une croissance qui est beaucoup plus faible puisque les inventaires sont contraints. Le reach, la puissance, certes, mais beaucoup moins que le display. Et troisièmement, avec un enjeu qui est de travailler beaucoup plus largement. Sticky Ads a fait le choix de se concentrer sur la technologie. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus, on va dire, partenaire potentiel que concurrent sur ce marché. Je regarde avec beaucoup d'attention leur croissance internationale. C'est un modèle qui, je pense, a de l'avenir et je souhaite qu'ils arrivent dans cette voie à créer une vraie différence française en face des acteurs internationaux. Pour notre part, on utilise la technologie pour le besoin de l'annonceur et de l'éditeur. C'est-à-dire que dès que la technologie permet d'augmenter les prix efficacement, c'est-à-dire utilement pour l'annonceur et les revenus pour l'éditeur, on la met à contribution. Alors un internaute demande, le GRP va-t-il s'imposer sur le web? Question qui se pose depuis déjà quelques années. Alors, il y a une réponse très simple, c'est de dire oui. La réponse qui est compliquée, c'est de dire quand. Et la troisième qui est encore plus complexe, c'est de dire comment. Donc oui, il y aura un GRP web et on peut l'appeler de nos voeux. C'est utile de pouvoir, pour un annonceur, comparer ou en tout cas utiliser des métriques qu'il utilise par ailleurs. Donc ça, c'est le sens de notre média qui est très jeune, je le rappelle, et l'audiovisuel est plus âgé, mais nous, on est sur un média jeune, donc il faut qu'on le norme. Quand, beaucoup plus compliqué, puisque là, on est sur une problématique de comment on va travailler avec Médiamétrie ou individuellement sur nos problématiques pour créer un GRP. Et là se pose la question de la méthodologie. Médiamétrie travaille dessus, mais on est toujours en attente d'une méthodologie qui satisfasse tous les acteurs du marché. Pour notre part, on continue à réfléchir sur la meilleure modélisation. On accompagne Médiamétrie quand on est convié sur le sujet et on espère encore une fois que le GRP vidéo naîtra rapidement et nous permettra de positionner encore plus avant une offre qui doit être positionnée en face des autres grands médias. La collaboration avec Médiamétrie, ce serait en s'appuyant sur l'outil OCR ou pas du tout qui permet, on est pile dans le comment. Donc on va rentrer dans une certaine complexité technique et de dire est-ce que qui sélectionne les outils de mesure du GRP, de la visibilité, du temps d'exposition, de la manière dont se comporte le vidéonaute et comment est-ce qu'on vérifie ces données-là avec un tiers de confiance. OCR ou Nielsen OCR, qui est partenaire de Médiamétrie, est un outil qui est fort utile. Est-ce que ce sera l'outil utilisé? Peut-être mal placé pour le dire. Au-delà du comment, en fait, moi j'entends souvent des régies sortir un argument un peu structurel en disant mais honnêtement, si on passait à un GRP, on augmenterait nos tarifs par 10 et on serait jamais concurrent, on serait jamais compétitif vis-à-vis de la télé. Est-ce que vous entendez aussi cet argument souvent? Je pense que c'est un argument faible. Je pense que le bon argument, il est de se dire, quelle que soit la mesure GRP qu'on a, c'est la valeur, c'est le coût GRP qu'on va mettre en face qui doit être justifié. Qu'on soit 3 fois plus cher qu'un coût GRP télé, quand on a 3 fois plus d'engagement, 3 fois plus de dialogue de marque, 3 fois plus de création d'interaction, 2 fois ou 3 fois plus de mémorabilité, c'était le travail sur le bêta de Morgenstern à l'époque, ça ne paraît pas du tout indécent. Donc il faut des arguments forts, il faut être normé. Normé ne veut pas dire qu'on met tout à égalité, c'est-à-dire que tous les coûts GRP sont les mêmes, sinon on aurait un monde média où tout le monde achèterait des GRP sur tous les supports, tous au même prix. Vous savez que ce n'est pas le cas et heureusement. Alors un autre internaute demande, les régies télé peuvent-elles revenir dans le jeu? Les régies télé sont dans le jeu. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont dans les mains un actif formidable. Aujourd'hui, ils ont eu une difficulté à le mettre à contribution parce qu'ils ont un format historique et un support historique qui est l'écran de télévision que vous avez dans votre salon. Alors, peut-être moins votre génération, ma génération avait encore une télé dans son salon. Et globalement, c'est compliqué quand on est dans cette situation-là de prendre des virages et de prendre des angles. C'est notre job de start-up de prendre des angles, de déstructurer le marché, de créer un marché ex nihilo, puisque celui qu'on a créé en France, encore une fois, il est très différent de celui des voisins européens ou des Américains. On a un vrai marché du premium chez Advideum et plus largement. Et donc, les chaînes de télé ont un actif. Aujourd'hui, elles l'exploitent en extension de la télévision.
je suis certain que demain, des groupes comme M6 ou d'autres vont prendre des angles qui, eux aussi, les mettront dans une position très complémentaire de celle qu'on a sur le marché. Est-ce que vous pensez que les chaînes de télé, à l'instar de ce qu'a fait Canal+ avec YouTube, ont intérêt justement, dans la mesure où leur site attire une audience limitée, d'aller rechercher des bassins d'audience ailleurs, comme le fait Canal sur YouTube, avec ses contenus en clair? Au risque peut-être de moins bien monétiser Non. Vous répondez à la question, Nicolas, c'est exactement ça, c'est la question éternelle. Est-ce que j'utilise YouTube comme j'utilise Google pour créer du trafic sur mon propre site ou est-ce que je considère que d'être vu ailleurs a de la valeur? On parlait hors antenne tout à l'heure du nombre de vidéos vues YouTube sur Facebook. Je vous disais, la valeur va chez Facebook, le diffuseur prend de la valeur. Il faut être extrêmement attentif en tant qu'éditeur à cette tentation-là. Et tout le travail de conseil, d'accompagnement que fait Advideum avec ses éditeurs aujourd'hui est orienté sur le fait justement de créer des inventaires et des actifs et des audiences captives sur leur site, à qui ils peuvent proposer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de formats vidéo pour être eux légitimes en tant que régie vidéo auprès des annonceurs et des agences. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, les marques déclinent encore leurs spots télé sur web ou sur mobile et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dans une logique de vidéo online first? Parce que la nature met toujours du temps à s'adapter à sa propre évolution. Je connais des annonceurs qui aujourd'hui travaillent en mobile first. Je pense, ça peut être vu comme petit bout de la lorgnette. J'entends beaucoup de gens me dire le mobile, la taille, la qualité de la vidéo, c'est hyper compliqué par rapport à un écran de télé. Et je fais toujours le test. Je dis aux gens, prenez votre mobile. Alors, éventuellement, un nouvel iPhone qui permet d'avoir encore un plus grand écran. Mettez-le de la manière dont vous regardez une vidéo. Mettez vos écouteurs et dites-moi quelle est la surface mémorielle d'exposition, c'est-à-dire la taille de l'écran dans la taille du champ de vision. On se rend compte immédiatement que c'est bien supérieur à la télévision que vous avez dans votre salon et que vous êtes en Dolby Stéréo et que vous n'êtes donc pas distrait par les bruits qui vous entourent. Et que deuxièmement, on est beaucoup plus proche du cinéma. Donc le mobile est immersif. C'est un support qui commence à être plus utilisé que le PC pour consommer Internet et la vidéo en particulier. Les opérateurs télécoms s'en font écho. Il faut donc, et on voit des annonceurs qui travaillent dans une logique non plus de device, parce que c'est plus pertinent de se dire ça, il faut travailler en logique de format, c'est de l'audiovisuel. Il va être sur mobile, sur tablette, sur PC, sur télé, sur IP télé, donc il va revenir via la catch-up. Il faut créer des formats qui fonctionnent sur tous ces supports, il faut les raccourcir, il faut les rendre plus engageants, il faut créer plus de dialogue de marque, et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais oui, ça met un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, en tant que régie, comment est-ce que vous faites pour reconnecter les annonceurs avec leur public, concrètement? Concrètement, on leur raconte des histoires. On fait ce que font les annonceurs avec leur public. C'est-à-dire qu'on s'est remis au storytelling en disant comment est-ce qu'un annonceur aujourd'hui peut exploiter cette formidable valeur d'usage qui est l'hyperconsommation de vidéos sur Internet, tout support confondu. Pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes plus âgées, on a des supports avec des plus de 50 ans de manière significative. Et donc, on les accompagne et on re-raconte ces histoires-là. On crée des formats qui sont non seulement adaptés au support, mais en plus qui sont interactivisés. Je suis désolé du néologisme, mais on rajoute une couche de manière à rajouter des interactions, de la découverte. Et les marques redécouvrent la capacité que l'audiovisuel leur donne aussi, non pas simplement de pousser un message, mais d'attirer à eux leurs audiences qui derrière deviennent des apôtres, convertissent, achètent, aiment, retiennent les valeurs de marque. Et c'est ça notre métier et c'est ça la reconnexion entre un annonceur et son public. Comment est-ce que se situe la France en termes d'usage mobile? Est-ce qu'on a des chiffres ou est-ce qu'on a en tout cas une petite vision par exemple en termes d'investissement publicitaire, mais aussi d'usage mobile? Alors, je pense que les derniers chiffres du SRI qui ont été publiés au mois de juillet montraient qu'on était... alors, il y a un petit cocorico que sur le mobile, finalement, on n'est pas si mauvais qu'on l'entend tout le temps en termes de pourcentage des investissements globaux sur mobile. Il y a néanmoins un vrai sujet qui est que par rapport au volume d'usage, le mobile est sous-investi. C'est de la mathématique pure. Par rapport aux audiences aujourd'hui, au temps passé sur votre mobile, on sous-investit. Donc, le vrai gros sujet, c'est de dire on sait que les internautes sont des mobinautes. C'est un incontournable. On sait par définition que donc il faut aller toucher ces points de contact, qu'il faut rééquilibrer les budgets médias entre la télé, le PC
et aussi le mobile et la tablette. Il faut donc être en multi-écran parce que finalement, on va faire les points de contact à l'endroit où sont les utilisateurs. Et donc, cette avance d'usage qu'on a en France, puisqu'on a des super forfaits pas chers avec plein de volume, on arrive à utiliser toute notre capacité vidéo, mais néanmoins, on a une vraie capacité à l'utiliser, c'est vraiment moins cher qu'ailleurs. On a cette capacité pour les annonceurs à utiliser le support de manière intensive. Malheureusement, le truc, moi, ça fait 4 ans que je suis un peu le marché et ça fait 4 ans que j'entends ce discours où on dit d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura ce point d'inflexion. Mais vous pensez qu'il va venir un jour ce... Non, il est venu. Cette année, on a vu encore une fois au mois de juillet les chiffres de progression du mobile qui étaient à presque plus 100% year on year. On voit les régimes. Ouais, mais on reste sur du quoi? C'est 150 millions d'euros peut-être en France ou 200 millions, je sais plus le marché, par rapport au total qui est de 2 milliards plus de 2 milliards d'euros sur la pub online. C'est effectivement un pourcentage qui est inférieur à... encore une fois, qui est un bon pourcentage au global. On a un online, en revanche, qui souffre, c'est-à-dire qui est moins investi que les supports offline historiques. Donc, le mobile, par définition, souffre de ça. Moi, je suis un homme d'entreprise, je suis un homme de croissance. Et donc, ce que je regarde, c'est le trend. Vous avez raison, la valeur absolue, elle est basse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez faire du revenu, il vaut mieux être TF1 ou être Videum? Il vaut mieux être TF1 en termes de valeur absolue. En revanche, est-ce que vous voulez investir dans une société qui soit TF1 ou être Videum ou Google? Google étant un bon exemple, je vous laisse le choix, mais moi j'ai choisi la croissance et je pense qu'il faut regarder la croissance et se dire que le mobile, s'il croît, est en train de devenir le média ou le device, parce qu'on ne peut plus parler de média, surtout quand on parle de format audiovisuel, est en train de devenir le device qui doit être sur le marché français. Combien pèse le mobile par exemple chez Videum? 30%. 30% de votre chiffre d'affaires ou de l'inventaire? 30% du chiffre d'affaires et c'est pas très loin de l'inventaire. D'accord. Donc c'est un vrai preuve que ça monétise bien et surtout que ça crée un volume d'interaction qui est très important. Le mobile a cette qualité, probablement parce qu'on le consomme dans des moments où on a du temps, on a du cerveau disponible, comme dirait un ancien patron de TF1, et de fait, on est probablement plus réceptif à certaines publicités et on prend le temps de la découvrir. Il faut en revanche que les annonceurs travaillent sur les pages d'atterrissage mobile, sur les dispositifs mobiles, sur la logique de prise de parole mobile, parce qu'évidemment, on n'est pas sur un écran de PC, donc c'est interactif, mais on a une surface d'interaction qui est un petit peu plus limitée. Et en termes de consommation vidéo sur mobile, on en est où ? Alors là aussi, on est quasiment sur le même chiffre. Aujourd'hui, on a presque 40% des inventaires in-stream qui se font sur mobile et tablette, au sens large. Donc c'est massif et je subodore qu'en 2015, ça va s'inverser. On avait une discussion avec des chaînes de télévision ce matin dans le cadre du SRI vidéo. Le poids du mobile et de la tablette passe les 50% sur certains programmes, dans certaines configurations, de manière allègre. Donc c'est un vrai mouvement de fond et qui va amener un mouvement des investissements publicitaires et qui l'amène naturellement avec nous puisqu'on travaille encore une fois en multi-écran. Il y a eu un véritable effet 4G comme on l'annonçait Il y a eu un effet 4G. En tout cas, il y a eu une croissance qui est continue au même moment où il y a la 4G. Alors, en statistique, la corrélation peut être forte et elle l'est techniquement. Après, est-ce que c'est que la 4G ou est-ce que c'est globalement le développement des offres à plus bas prix, la croissance du nombre de smartphones dans le parc d'équipements ou simplement le fait que les sites se mettent au responsive design, que les diffuseurs se mettent au mobile. Moi, j'utilise SFR TV, il y a un replay qui est juste parfait dessus. C'était pas le cas il y a 2 ans. Donc, on est dans une configuration où tout bouge. Ça amène la croissance des inventaires, la croissance du revenu. Bon, l'idée, c'est quand même qu'ils se mettent au mobile first plutôt qu'au responsive design. L'idée, c'est qu'ils pensent mobile, que les agences créa et médias avec lesquelles on travaille et qui sont d'excellents conseils pour leurs annonceurs intègrent, si ce n'est le mobile first, au moins le cross-média ou le transmédia en se disant, par définition, je vais tourner sur tous les devices. Donc, il faut que j'intègre ça dans ma logique créative. Côté agence, vous diriez que les gros acteurs, Publicis, Havas, sont outillés pour adresser ces problématiques. Aujourd'hui, c'est surtout le fait de pure players qui maîtrisent bien finalement les problématiques du mobile. Alors, pour que ce marché bouge, il faut que les grands acteurs bougent. Donc, l'ensemble des membres de l'UDECAM et Havas, Publicis que vous citiez, Aegis, Groupem, Omnicom, ont tous pris un virage qui est celui d'abord d'intégrer la logique de vidéo online dans la vidéo au sens large
et donc dans la logique d'achat télévision et télévisé. Donc l'acheteur audiovisuel est né dans la plupart des grandes agences. Et deuxièmement, les agences créa qui travaillent pour les annonceurs ont tous intégré qu'il y avait une logique Internet, les Internets, on va dire, de diffusion multi-device. Donc oui, c'est eux avec lesquels on travaille pour bouger le marché. Encore une fois, ça met du temps, mais non pas parce qu'ils n'ont pas une volonté forte, simplement parce qu'on ne fait pas évoluer ni la pensée, ni la norme, le calcul, la statistique, en quelques jours. Il a fallu près de 5 ans à Advideum pour arriver là où on en est et se dire qu'aujourd'hui, on a installé l'in-stream, l'out-stream, la vidéo interactive, la logique de premium en France. Il en faudra peut-être quelques-unes de plus pour que réellement les annonceurs intègrent tous cette logique-là. Un petit mot peut-être sur le poids de la presse dans l'univers online. C'est impressionnant. C'est une question qui nous a été posée assez récemment autour de la logique LCI. Vous avez peut-être suivi. La presse en vidéo en France, celle qu'on représente, puisqu'on représente 100% des titres de presse payantes, aujourd'hui pèse 16 millions d'euros de revenus sur l'univers vidéo. C'est donc techniquement 10% de la vidéo en France, ce qui paraît complètement fou par rapport justement à la présence de YouTube, Dailymotion, de TF1, de France Télé, de Canal, d'M6. Ils ont vraiment pris une place et on a pris avec eux une place qu'aucun autre pays européen a réussi à créer. Et on peut s'en féliciter. Moi, je passe beaucoup de temps avec les éditeurs et tous ont vraiment fait un boulot incroyable sur le développement de leurs inventaires vidéo, in et outstream, puisque l'outstream était né de ce besoin-là également. Parce que du coup, leur stratégie, elle est quand même essentiellement axée autour de ces formats outstream, où il y a quand même, alors je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, pas mal de patrons de presse-papier qui me disaient « Ouais, on investit dans les studios parce qu'on veut créer du contenu vidéo ». C'est un équilibre entre les deux Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Le JDN n'est pas immunisé contre ce virus-là. Et Alain on a beaucoup échangé avec Alain sur le sujet de la création d'inventaire in-stream. Donc tous les éditeurs dont je parle, des news quotidiens régionaux, nationaux, des news mag, les féminins, ont tous travaillé leur contenu vidéo in-stream. Et ils ont tous intégré notre suite de vidéos outstream. Donc, c'est un équilibre. Il marche sur ces deux jambes-là. On va continuer à développer les deux à une vitesse quasi équivalente pour constituer un actif vidéo qui permet à tout éditeur d'avoir une offre qu'on appelle nous full vidéo. C'est-à-dire que l'in-stream, l'outstream, donc l'in-read, l'in-board et l'interstitiel ne fassent qu'un pour l'annonceur, qu'il soit sur fixe ou sur mobile, pour avoir quelque chose de massif et d'extrêmement efficace pour l'annonceur. Petite question un peu pour la fin. Est-ce que vous pensez que les formats outstream, je pense notamment par exemple à l'interstitiel que je vois de plus en plus arriver, sont trop intrusifs ? Je pense que comme sur la question de la valeur, il faut qu'on soit tous attentifs à ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. L'audience, les visiteurs uniques, les vidéonautes uniques sont ceux qui nous font vivre, les éditeurs, les régies et finalement les annonceurs dans leur prise de parole. Donc c'est à nous de nous discipliner. Il faut mettre des capings extrêmement serrés. Il faut être attentif à l'affinité de l'annonceur sur le site. Moi, ce qui me choque, c'est de voir une campagne de pub qui n'a rien à faire sur un support ou rien à faire sur mon profil. Aujourd'hui, on a les capacités techniques de le faire. Il faut cibler les campagnes, il faut cibler les profils, il faut limiter l'exposition. Un format interstitiel, il a une efficacité fabuleuse pour l'annonceur s'il est vu une fois. Ce n'est pas nécessaire de le voir 3, contrairement ou 8 plus comme en télé. On est sur une fois et les annonceurs qui viennent sur l'interstitiel reviennent régulièrement pour ces raisons-là. Des très bonnes performances. Merci beaucoup Julien Leroy d'avoir participé. Merci Laura. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.